S'intéresser à la relation entre ressources naturelles et développement en Afrique, c'est considérer deux champs. Celui des relations très concrètes que les sociétés entretiennent avec les ressources de leur territoire, l'eau, les terres agricoles, la faune, la forêt. Celui aussi de l'histoire de l'intégration de l'Afrique dans la mondialisation. Entre les deux, il y a le rôle des organisations politiques, l'État et d'autres acteurs, qui définissent un ensemble de règles concernant les conditions d'accès, d'utilisation, d'exploitation ou de conservation des ressources. À l'origine de ce MOOC, il y a deux hypothèses. Celle d'une part que ces deux champs ne sont pas étanches, qu'ils sont même de plus en plus étroitement imbriqués. Celle d'autre part que la relation entre ressources naturelles et développement est étroite mais complexe et dynamique. Elle ne peut se réduire à un déterminisme simple du type « les ressources naturelles favorisent ou rendent impossible le développement ». Pour aborder cette relation entre ressources naturelles et développement, nous présenterons d'abord quelques-unes des notions clés qui sont utiles. Ensuite, nous montrerons comment la pauvreté et la dépendance aux ressources naturelles apparaissent liées. Enfin, nous situerons notre réflexion sur l'histoire longue. Qu'appelle-t-on des ressources naturelles? Selon Claude Raffestin, un géographe français, il faut distinguer la matière qui existe dans la nature de la ressource qui est une construction sociale et politique. Ce qui transforme la matière en ressource, c'est l'usage économique, culturel, qui donne une valeur sur le marché, car cette matière correspond à un besoin. Cet usage est permis par des techniques qui elles-mêmes peuvent évoluer. Pour Raffestin, la notion de ressources naturelles est un oxymore, c'est-à-dire une contradiction entre deux termes qui sont associés. On l'utilisera par commodité, sans oublier cette dimension essentiellement construite, qui est essentielle pour comprendre les relations de pouvoir qui président à l'exploitation des ressources naturelles. Il faut avoir en tête aussi que la valeur des ressources varie. Le silex était une ressource stratégique au néolithique, il y a 10 000 ans. Il servait à faire des armes pour la chasse ou pour la guerre. Aujourd'hui, il ne vaut plus grand-chose. Le charbon a été la ressource stratégique du XIXe siècle. Il a perdu de sa valeur relative avec la prise d'importance du pétrole. Qui sait si demain, le pétrole aura la même valeur stratégique qu'aujourd'hui, si la transition énergétique amène à mettre en valeur d'autres sources d'énergie. La terre agricole, de même, a une valeur qui change, qui varie. Prenons l'exemple du delta du fleuve Sénégal. Des aménagements hydro-agricoles y ont été développés depuis les années 70 en privilégiant des cuvettes inondables avec des terres argileuses que l'on pouvait irriguer par gravitation. Les tensions foncières se concentraient sur ce type de terre. Dans les années 2000, des innovations techniques, la mise en place d'un système de serre qui permet de se protéger du parasitisme, un système de goutte à goutte, permet de valoriser des dunes exondées qui, jadis, étaient principalement utilisées pour l'élevage pastoral. Une terre considérée autrefois comme sans intérêt devient convoitée. Une autre notion importante dans notre réflexion, c'est la notion de développement. Qu'est-ce que le développement? Comme vous le savez, c'est une notion complexe, polysémique, que bien des auteurs ont essayé de définir. On peut retenir simplement, avec le programme des Nations Unies pour le développement, s'inspirant du travail de l'économiste indien Amartya Sen sur les capacités, qu'il s'agit d'un élargissement des choix offerts aux individus, ce qui suppose d'être éduqué, en bonne santé, de disposer de suffisamment de ressources pour vivre dignement et de droits politiques. Selon le chercheur du CIRAD Geert Van Vliet, une autre définition peut être proposée. On peut ainsi tenir le développement comme le fait de passer d'un problème à un autre problème moins difficile à résoudre. Car aussi bien les individus que les sociétés ont des problèmes, mais tous les problèmes ne se valent pas. La notion de rente est centrale pour comprendre la relation entre ressources naturelles et développement. C'est une notion complexe, utilisée notamment par les économistes et aussi par d'autres sciences sociales. Nous en proposons ici une définition simple, l'obtention d'un revenu sans contribution à la production. On parle souvent de la rente du point de vue de l'État. Un État rentier désigne un système économique et politique fondé sur le contrôle et la redistribution des rentes. Celles-ci
résulte souvent, mais pas toujours, de l'exportation de matières premières brutes. Pour Beblaoui et Luciani, on parle d'État rentier lorsqu'une rente payée par des acteurs extérieurs revient directement à l'État, alors que seuls quelques-uns sont impliqués dans sa production, la majorité étant concernée par sa distribution. Si l'on considère à présent la relation entre pauvreté et dépendance aux ressources naturelles, on constate que l'Afrique apparaît aujourd'hui, dans le monde, comme le continent de la pauvreté. C'est très net si on observe l'indicateur de développement humain à l'échelle continentale. C'est aussi en Afrique que la dépendance aux ressources naturelles est la plus forte. Cette dépendance aux ressources naturelles peut être perçue à travers différents indicateurs. En considérant la structure des économies, différents types de situations apparaissent. On peut identifier des pays encore très agricoles dans leur produit intérieur brut, ce qui est souvent synonyme de pauvreté et de moindre développement. C'est le cas par exemple de la Sierra Leone, du Tchad ou de l'Éthiopie. On peut considérer aussi des pays dépendants de rentes extractives, minières ou pétrolières, comme l'Angola, l'Algérie ou le Gabon. Même dans les économies qui sont en apparence diversifiées, présentant une structure comparable à celle des pays développés, comme l'Afrique du Sud, le poids du secteur minéralo-énergétique est considérable et soutient le secteur des services. Si on considère à présent la composition des exportations, on constate également que les matières premières brutes fournissent la part la plus importante des exportations à la quasi-totalité des pays africains. C'est plus de 50% des exportations dans plus de la moitié des pays africains. Les pays les plus dépendants sont des pays producteurs d'hydrocarbures, comme le Nigeria, l'Angola, le Gabon, le Congo, le Soudan du Sud. Mais on trouve aussi dans cette catégorie des pays miniers, comme la Zambie, qui exporte du cuivre, ou des pays qui sont à la fois agricoles et miniers, comme le Libéria, qui exporte du caoutchouc, mais aussi du fer et du diamant, ou encore le Mali et le Burkina Faso, qui exportent du coton et plus récemment de l'or. En considérant la structure de l'emploi, la part de ceux qui travaillent dans l'agriculture demeure très élevée, plus de la moitié des actifs, dans les 2/3 des pays africains. C'est un indicateur clair du retard de développement de l'Afrique par rapport à d'autres régions du monde. Les populations en question sont donc des ruraux, étroitement dépendants dans leur existence de l'accès à la terre, à l'eau et aux ressources de leur environnement. Ainsi, les populations africaines demeurent très dépendantes des ressources ligneuses, le bois, le charbon de bois, pour leur approvisionnement en énergie. Si l'on regarde le schéma, on voit que les barres qui sont en marron et en orange représentent en milieu rural plus de 80% de l'approvisionnement en énergie. En ville, la dépendance des Africains est très forte aussi envers ces ressources ligneuses, elle varie de 50 à 80%. Pour saisir ce qui se joue aujourd'hui dans la relation entre pauvreté et ressources naturelles, un détour par l'histoire est finalement nécessaire. Une hypothèse a été proposée pour expliquer le sous-développement de l'Afrique. Plusieurs auteurs, comme l'historien britannique John Iliffe, le politiste français Jean-François Bayard, ou l'historien et philosophe camerounais Achille Mbembe, considèrent que l'intégration de l'Afrique dans la mondialisation s'est réalisée par l'exportation de ressources bénéficiant à des acteurs extérieurs et aux élites politiques africaines au détriment de la population. Cette trajectoire commence avec la mondialisation à la charnière du XVIe siècle et se prolonge par la suite. La traite esclavagiste, on voit sur la photo l'île de Gorée au Sénégal qui en a été un des lieux, préfigure finalement des économies de rente contemporaines. Elle renforce des constructions politiques centralisées, la vente des esclaves permettant d'acheter des armes, alimente des guerres internes. Les populations africaines en sont les principales perdantes. Il y aurait ainsi une grande continuité historique de ce point de vue, la traite esclavagiste du XVIe au XIXe siècle jusqu'à l'exploitation pétrolière contemporaine s'inscrirait dans la même histoire, dans la même continuité. Les structures économiques actuelles de l'Afrique sont largement extraverties, c'est-à-dire orientées vers l'extérieur. Elles sont héritières de cette histoire et se mettent en place à l'époque coloniale. Pour financer la mise en valeur,
Les administrations coloniales encouragent la spécialisation économique des territoires selon leurs avantages comparatifs. En Afrique australe, de grandes régions minières se créent autour de l'exploitation du diamant, de l'or, du cuivre. En Afrique de l'Ouest, les régions littorales du golfe de Guinée produisent pour l'exportation le bois, le cacao, l'huile de palme, l'EVA. Les zones sahélo-soudaniennes sont orientées vers l'arachide et surtout vers le coton. Après les indépendances, à la charnière des années 60, ces économies rentières se renforcent et se diversifient au gré des cycles de l'économie mondiale. Ainsi, nous avons des ressources naturelles qui sont très diverses et qu'il faut percevoir comme des ressources socialement construites à la valeur fluctuante. Elles s'inscrivent dans une longue histoire d'extraversion indissociable de l'histoire tragique de l'intégration de l'Afrique dans la mondialisation. Les économies africaines sont aujourd'hui très dépendantes de l'exportation des ressources naturelles. Les ressources naturelles africaines sont soumises à des tensions croissantes, à la fois du fait de la forte demande mondiale et de la demande croissante liée à la hausse de la population. Leur gestion est ainsi plus que jamais au cœur des enjeux économiques et politiques du développement.